Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Ce sera une présentation aussi longue que son curriculum vitae. Mon invité de cette semaine est résident de 5e année en anesthésiologie à l'Université de Montréal avec un intérêt pour la science translationnelle et le développement de médicaments. Baccalauréat en sciences biomédicales, doctorat en pharmacologie, doctorat en médecine avec un programme de formation en résidence en anesthésiologie, avec une maîtrise en épidémiologie, un programme clinicien-chercheur en cours. Mon invité cumule les diplômes, les mentions et les distinctions presque aussi vite que le temps que ça prendra à ses patients pour tomber dans les bras de Morphée en salle d'opération. Détenant donc une solide expérience en pharmacologie fondamentale et en biologie moléculaire, il est co-inventeur d'un peptide antagoniste du récepteur de l'interleukine 1. Il me dira si je le dis comme il faut, actuellement en évaluation préclinique pour le traitement des naissances prématurées. Boursier Vanier 2016 et lauréat du prix étudiant du Temple de la renommée médicale canadienne 2018, il est conseiller scientifique pour 2 importantes entreprises de biotechnologie. Identifié comme étant le docteur de TikTok, mon invité lutte pour la désinformation depuis un bon moment et s'est positionné face à plusieurs théories et mauvais discours sur les médias sociaux. Selon lui, la science et la médecine devraient y être accessibles. Il nous dira aussi et surtout, vos conseils de santé, prenez-les par des médecins et non par des gens qui vendent des Tupperware sur Facebook. Sans même sortir sa seringue, je reçois mon invité qui a su m'anesthésier simplement à prendre connaissance de son parcours digne de mention. Bienvenue à Dr Mathieu Nadeau-Vallée. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Merci pour l'invitation, Claudine. Ça fait plaisir d'être là. C'est vraiment une belle intro, là. Je me retenais de pas rire. c'est bon, hein? Ouais. J'ai fait des bons liens, puis écoute, c'était juste ça, c'est un exercice de diction. Oui, ben merci. Merci pour la présentation. Je me suis pas trompée. Y a-tu des petits correctifs à faire comme tel? C'est parfait. C'est parfait. Donc, c'est... Puis, des fois, on a tellement, à travers nos parcours, à travers notre travail, à travers ce qu'on fait, après, ça fait 9 ans là, que tu es en parcours dans ta 9e année, je pense, d'université, c'est ça? Oui. Donc, bon, et à un moment donné, à force de continuer puis de poursuivre son but, on réalise pas toujours ce qu'on a fait derrière. Oui, ça, c'est vrai que ça faisait longtemps que certaines des choses... Que tu as pu nommer, je les avais entendues. Oui, c'est ça. 2016, 2017, bon. C'est en 2018, puis, tu sais, c'est quand même pas rien, là, le Temple de la renommée en médecine. Donc, moi, en tout cas, moi, ce que j'ai vu de ton CV, tu te démarques déjà. J'imagine que tu te démarques déjà dans le milieu de la médecine, dans le monde de la médecine, de par ton implication, de par toutes tes choses que tu fais. Est-ce que tu ressens déjà de tes pairs, de tes confrères, tes consoeurs, des gens qui sont là depuis plusieurs années en médecine? Si je ressens... Si tu ressens qu'ils voient, eux, que tu te démarques parmi certains. Surtout au niveau recherche, je dirais, là... Mais en toute humilité, là, quand on est en médecine, on s'attarde pas trop à ça. À ça, là. Pour nous, l'important, c'est d'essayer de changer les choses pour le mieux. Puis, le suivi, ça vient vraiment en second plan. Je dirais que moi, j'ai un double parcours. Là. J'ai un parcours en médecine puis un parcours en recherche. Dans le milieu de la recherche, là, le CV devient très important, puis d'avoir fait des découvertes scientifiques, d'avoir publié des articles, d'avoir participé à des congrès, d'avoir des brevets, tout ça, ça devient très important pour obtenir du financement. Mais en médecine, c'est plutôt en second plan, c'est-à-dire c'est important de le faire, mais c'est pas vraiment important de le mettre de l'avant. On fait surtout ça pour essayer au final d'aider le patient. Puis moi, mon principe de pourquoi j'ai fait ça dans le passé, puis pourquoi je continue de le faire, c'est parce que je crois fondamentalement que les découvertes scientifiques, en fait, on se pose les questions au chevet du patient, puis on trouve les réponses en laboratoire. Donc, un va pas sans l'autre, puis donc... C'est sûr que quand on va en médecine, il y a vraiment le don de soi. On veut pas être là pour soi, on veut être là pour les autres, même si on a beaucoup à faire de notre côté avant d'arriver
à nos objectifs, en fait, là, de ce qu'on veut faire. Comment est arrivé? Bien, écoute, j'ai tellement d'affaires, tellement de questions parce que, bon, j'ai vu que tu étais en train de faire des recherches, justement, là, on va en parler de ça. Mais tu as parlé, entre autres, de recherche. J'ai vu ça, là, je regardais les montants sur ton CV qu'on t'a attribués pour tes recherches. Écoute, j'ai pas fait le calcul, l'as-tu déjà fait? Je crois pas. Non, mais il faut dire que ça, c'est les bourses. OK. Quand on obtient une bourse, on peut juste en avoir une à la fois. Donc, disons que j'en ai obtenu, je sais pas moi, 5 cette année-là. Mais il va y avoir tous les montants sur le CV, c'est normal, mais c'est juste une, en fait. OK. Donc, le calcul serait un peu erroné. OK, d'accumuler ça. OK. Ouais, parce que, mais il y a quand même, parce que souvent, on n'en parle pas de l'argent qui vont vers aux recherches. C'est quelque chose qui est comme un peu nébuleux ou intangible pour, justement, le patient, monsieur, madame, tout le monde. C'est bien la recherche. Puis quand tu n'es pas malade, ben tu vois pas trop ce qui est fait en recherche, là. Oui, tout à fait. En fait, moi, en tant qu'étudiant au cycle supérieur, donc quand j'ai fait mon PhD, les montants qui sont sur mon CV, en fait, c'est des bourses de support aux études. Donc, c'est-à-dire, nous, les étudiants au cycle supérieur ont un salaire, en tout cas dans le domaine de la recherche médicale, qui varie entre à peu près 20 et 30 000 $ par année environ. Puis, ça, c'est un salaire que le centre de recherche nous verse, sauf si on est capable d'obtenir une bourse, soit du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada ou d'organismes particuliers. Donc, un des travaux de l'étudiant au cycle supérieur, c'est de chercher son propre financement. Comme ça, son laboratoire n'a pas besoin de payer son salaire, puis cet argent-là peut aller autre part que de payer le salaire des étudiants. C'est-à-dire, par exemple, acheter des produits, acheter du matériel de laboratoire pour que la recherche avance. Donc, quand je suis rentré au cycle supérieur, quand je suis rentré au PhD au laboratoire à Sainte-Justine, un de mes objectifs primaires était que mon laboratoire n'ait pas à me payer. Donc, je suis allé chercher du financement, puis je l'ai obtenu. Je l'ai obtenu du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, puis finalement, la bourse Vanier. Mais là, puis vous devez faire vos demandes vous-même, là. Vous allez... notre chercheur nous aide, notre professeur nous aide, mais c'est essentiellement 90% nous-mêmes. Puis, une fois qu'on obtient ce financement-là, là, c'est à nous de choisir lequel on veut. On ne peut pas prendre les 3 ou les 4 ou les 5 qu'on obtient. Mais par contre, c'est important de l'indiquer sur notre CV qu'on les a tous obtenus, par exemple, parce que ça nous permet d'en obtenir plus tard. Puis, c'est un monde particulier, la recherche, puis le CV est important. Parce qu'il y en a qui ne vont pas vers la recherche. Il y en a qui s'en vont en médecine, puis il y en a qui ne vont pas vers la recherche. Tout à fait. Qu'est-ce que tu trouves que ça t'apporte de plus comme médecin, comme futur officiellement anesthésiste? Oui. Pourquoi toi, tu es allé aussi vers la recherche? En fait, c'est ça qui permet de faire progresser la médecine. Puis souvent, on dit que la recherche est 15-20 ans en avant de la médecine. Hein? Des choses qui sont nouveaux en médecine, on commençait à les connaître déjà il y a 15 ans dans le laboratoire. Puis je pense que c'est important pour faire progresser la médecine. Puis d'ailleurs, est-ce qu'on est obligé d'avoir des médecins-chercheurs ou est-ce qu'on pourrait juste avoir des chercheurs non-médecins? Mais je pense que c'est aussi important d'avoir des médecins-chercheurs parce que c'est vraiment le médecin-chercheur qui est au chevet du patient puis qui est à même de se poser des questions sur la santé actuelle du patient, puis sur les mécanismes biologiques qui sous-tendent les maladies. Puis tout ça pas pour dire que les chercheurs ne sont pas capables, mais les cliniciens amènent un autre aspect. Puis est-ce que c'est justement, ça va être ce médecin-là qui va dire « Écoute, j'ai tel patient, on a tout essayé, mais il y a un protocole de recherche qui se fait aux États-Unis à quelque part, blablabla. » Est-ce que ce médecin-là va être plus à l'affût justement de ça parce qu'il baigne là-dedans? C'est possible. En anesthésie, c'est peut-être moins le cas, mais peut-être dans des domaines comme l'oncologie, probablement que c'est vrai. Mais là, je suis moins au courant, j'en côtoie moins. Mais probablement que l'oncologue qui est aussi chercheur est plus à même d'être au fait de la nouvelle recherche qui se fait ailleurs. Puis de savoir si son patient pourrait peut-être rentrer dans un protocole de recherche. OK. Comment est venue la médecine? Est-ce que dans ta famille, tu as des parents médecins? Est-ce que à partir de quand tu savais que tu voulais aller en médecine? Dans ma famille, il n'y a pas de médecin du tout. OK. On est peu à être allé à l'université dans ma famille, là. Mais moi, ça m'a intéressé. Au tout début, c'est ma grande sœur qui m'y a intéressé. J'avais peut-être 8 ans, puis elle en avait 12-13. Puis elle était complètement passionnée par la biologie.
le corps humain, mais surtout les maladies, puis les maladies un peu dégueu comme la gangrène, puis tout ce qui ravage le corps humain, là, la maladie mangeuse de chair, etc. Oui, la maladie mangeuse de chair, puis aussi les maladies qui étaient présentes sur les bateaux en 1400 puis en 1500. Là, puis genre le scorbut, etc. Exact. Ah oui! Puis elle m'intéressait à ça dans les livres, puis ça a créé une espèce d'aspect mythique là, pour moi. Puis j'ai décidé, quand je suis moi-même entré à l'école secondaire, de participer aux expos sciences. OK. Puis à ce moment-là, j'ai fait une présentation sur ce qu'on appelle la génésie du corps calleux. Puis en fait, tous les processus médicaux par lesquels on sectionne le corps calleux, c'est-à-dire les connexions entre nos deux hémisphères de cerveau. Puis ça se faisait dans les années 40-50 pour tenter de traiter l'épilepsie. Donc, il faisait une lobotomie. Lobotomie, OK. Et puis, il sectionnait l'interface entre nos deux cerveaux. Il y avait aussi des problèmes de santé mentale qu'on essayait de régler comme ça. Ah oui, tout à fait. Puis ça me fascinait parce que, en fait, ces gens-là, quand ils se réveillent de leur opération, bien, ils ont encore le contrôle de la plupart de leurs fonctions, mais ils perdent le contrôle d'un de leurs bras. Mais le bras continue de fonctionner, mais ils n'en ont pas le contrôle. Donc ça me fascinait ce concept-là. Je me demandais, mais c'est qui en a le contrôle? Puis c'est ce qu'on appelle le syndrome de la main meurtrière. Puis il y a eu quelques cas dans lesquels la main de ces patients-là les a tués. Les a étranglés ou... Puis moi, je comprenais pas, en fait. Puis j'avais fait l'exposition sur ce sujet-là. J'avais créé toute une maquette. Puis j'avais gagné le prix journalisme ou je sais pas quoi. En tout cas, ça m'a motivé à continuer. Puis à un moment donné, à l'école secondaire, il faut qu'on fasse un choix. Puis là, il faut décider dans quoi on s'en va au cégep. Je n'étais pas encore sûr. Donc, j'ai choisi un parcours que peut-être la majorité des gens ne connaissent pas. C'est un DEC un DEC intégré, sciences, lettres et arts. Oui, mais c'est de plus en plus connu maintenant. Ah, OK. Oui. À l'époque, c'était pas très connu. Non. Il y avait juste un programme qui le donnait, une école qui le donnait. Puis ça permet d'avoir accès à tous les programmes universitaires. Tout sans exception, sauf peut-être danse, mais tous les programmes. Puis là, je n'étais pas sûr, moi, si je voulais devenir avocat, médecin. Donc, j'ai décidé de faire ça. Puis à un moment, encore une fois, arrive le moment où il faut faire un choix. Puis là, ça, c'est en 3e session de cégep. Puis mon meilleur ami voulait aller en médecine. Fait que j'ai dit, ben pourquoi pas. Mais j'ai été refusé la première fois. OK. J'ai été accepté aux entrevues, j'avais des bonnes notes. Mais suite aux entrevues, j'ai été mis sur une liste d'attente. J'étais, je pense, 600e sur 700. Mes chances étaient minces. Puis finalement, j'ai été refusé. Donc, je suis allé faire un bac en sciences biomédicales. Puis ensuite, j'ai commencé mon doctorat, mon PhD, doctorat de 3e cycle. Puis c'est durant mon doctorat que... Là, en fait, je travaillais avec un clinicien-chercheur justement à Sainte-Justine, le docteur Shemtop. Puis il me dit, écoute, je vois la façon que tu penses, je vois la façon que tu raisonnes, puis je vois la façon que tu écris tes articles scientifiques. Il dit, ça, c'est la façon de raisonner d'un médecin. Fait qu'il dit, je veux que tu réappliques. Je suis retourné à l'Université de Montréal, fait les entrevues, puis cette fois-ci, j'ai été retenu. Ouais. Donc, comme quoi, quand on a un objectif, ça peut... on regarde ton CV, puis on poserait la question à quelqu'un, on dirait, ben d'après toi, est-ce que ce jeune homme-là a été accepté d'emblée à l'université ou pas? Ouais. Le monde va dire, ben oui, c'est sûr que lui, là, il n'y a pas eu de refus, là. Puis non, tu vois, c'est pas le cas. Exact, puis c'est important d'en parler, parce que les jeunes qui nous écoutent, c'est possible qu'ils aient des refus. Puis moi, à l'époque, je voulais tout abandonner, là. Même d'avoir... J'avais une cotère de 35-36, j'étais bon à l'école, mais juste d'avoir ce refus-là, je me suis dit, ben, je suis pas bon. Ils ne me veulent pas, la grande université ne me veut pas, donc c'est le temps d'abandonner. Puis... Surtout quand ton parcours a toujours été pavé de réussite, puis quand on a une certaine facilité, comme tu disais, tu as gagné un prix, Expo Sciences, etc. Puis là, tu arrives, c'était comme ton premier gros mur officiel. Oui, tout à fait, mais comme j'ai dit un peu avant, dans ma famille, il n'y a personne qui va à l'université, donc il y avait comme une partie de moi qui se disait que j'allais être refusé, là, que c'était pas pour moi, que ça faisait pas partie de mon univers. Là. Mais ça a été difficile. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de faire le bac tout de même. Puis j'avais encore les notes pour entrer en médecine, mais j'avais pas envie de réappliquer. Ça, c'est une autre chose. Parce qu'une fois qu'on est refusé, après ça, on se dit, on a peur de réessayer, mais ça, c'est pas une bonne chose. De vivre un autre jet, puis un autre. Exact. Ou même de se dire, ils vont rire de moi que je réapplique. Donc, c'est pour ça que finalement, je suis allé... en fait, j'ai toujours voulu aussi aller en recherche. Donc, j'ai fait le PhD dans le but de devenir chercheur.
Puis là, c'est vraiment mon mentor, là, le docteur Sylvain Chemtob, il a été bon et il a réussi à me convaincre. Mais il y avait une grande partie de moi qui voulait retourner en médecine, mais je le disais pas, là. Puis tu n'avais pas personne autour de toi dans ta famille qui pouvait beaucoup t'encourager, mais qui n'était pas dans le milieu non plus. Donc, pour eux autres aussi, c'est un terrain un peu inconnu, là. Ah, exact. Il n'y avait absolument personne dans mon entourage qui était de près ou de loin en médecine, là. Puis, oui, vas-y. Oui, ben, ce que j'allais dire, c'est que finalement, le docteur Chemtob, ce qu'il a fait pour me convaincre, c'est qu'il m'a pris une journée puis il m'a amené sur son unité de soins intensifs en néonatologie, voir les petits bébés prématurés être soignés. Puis il me présentait comme son étudiant en médecine. Il me présentait, en fait, il disait c'est docteur Nadeau-Vallée, étudiant en médecine, émérite. Il me disait. Puis je voyais la réaction des gens. Les gens n'étaient pas. Il croyait. Il croyait. Je me suis dit, t'avais le profil. Il dit, oui, écoute, il y a tout le profil. C'est ça. Donc, je me suis dit, Colin, puis j'ai vraiment aimé ça. Et, je me souviens, un cas en particulier, il me montrait sa radiographie du poumon, puis il me disait, qu'est-ce que tu vois? Pas étudier en médecine, là, mais je me souviens, là, je m'interrogeais, je regardais le cœur, les poumons, tout ça, j'essayais de trouver le problème. Puis je me suis dit, c'est vraiment le fun d'être clinicien. Donc, j'ai appliqué. Ça a aussi été un long processus pour me préparer aux entrevues. Parce qu'il faut le dire, il faut se préparer. La première fois que j'ai appliqué en médecine, je ne me suis pas préparé du tout. J'avais la tête enflée. Puis je me suis lancé dans les entrevues. Je me souviens, le jour des entrevues, j'étais en T-shirt. Je me suis présenté. Tout le monde était en complet, en chemise. Puis moi, je ne savais pas. J'étais en T-shirt. Je n'étais pas du tout préparé. Donc, qu'est-ce que ça fait? Comment on vit ça? Tu disais, dans ma famille, justement, il n'y a pas personne qui a vraiment été à l'université, etc. Est-ce que ça fait comme un décalage? Est-ce que de ton côté, ça a été plus, vas-y, etc. Ou ça a été moins facile parce que, justement, c'est un parcours qui n'avait pas été vécu par les autres personnes de ta famille? Oui, je dirais probablement la deuxième option. OK. Mais par le moment où je suis entré en médecine, ma soeur est entrée aussi à l'université, mais pour les sciences infirmières. Donc, c'est pas 100% vrai qu'il y avait personne dans ma famille à l'université. Mais tout de même, je chantais la déconnexion. Mais, quand on rentre à l'université, il y a une initiation, puis on se fait rapidement des amis. Puis moi, j'étais en colocation, justement, avec un des étudiants de ma classe. Donc, ta famille universitaire devient tes amis. Puis, à partir de ce moment-là, ce décalage-là disparaît, là. Parce que tu as ta propre famille, puis c'est vrai que lorsqu'on est, par exemple, comme dans une discipline comme la médecine, ben c'est ça, tu es presque obligé d'avoir un cercle d'amis qui est en médecine pour comprendre ce que tu vis au niveau des études, au niveau de l'engagement, parce que sinon, il y a déjà un décalage. Puis d'avoir une personne, tu me parles de ton mentor, ça fait une différence, une personne qui croit en nous. Oui, c'est exactement ça. Puis en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir probablement un des meilleurs mentors qu'il n'y a pas, là. Lui, en fait, il n'a jamais douté de moi. Moi, je doutais, mais lui, il n'a jamais douté. Donc, c'est sûr que tu as encore un contact avec lui aujourd'hui? Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Donc, j'ai quitté son laboratoire en 2016, mais à chaque année, je continue d'aller à leur souper de Noël de laboratoire. Puis je suis d'ailleurs aussi en contact avec toute l'équipe, là. J'ai des bons amis. Ma vieille gang de laboratoire. C'est important, hein? C'est ce qui pave notre continuité quand on continue de persévérer, d'avoir quand même un bon environnement. Puis des personnes, des fois, elles ne sont pas obligées d'être nombreuses, mais ça vaut son pesant d'or quand on a des personnes qui croient en nous. Pourquoi l'anesthésie? L'anesthésie, c'est venu plus tard, hein, parce qu'on choisit notre milieu de résidence à la fin de la médecine, donc en 4e ou 5e année de médecine, dépendamment du programme et du parcours. Moi, j'ai choisi la dernière, mais j'ai choisi le jour même où on devait mettre l'ordre de nos priorités. Là. C'est comme ça que ça fonctionne. On applique dans plusieurs programmes. On a 9 programmes gratuits pour appliquer. Après ça, ça coûte de l'argent. Donc, j'avais appliqué en anesthésie, en médecine d'urgence, en médecine interne, en pédiatrie, en médecine de famille. Puis, à un moment, il faut décider l'ordre dans lequel on veut ces choix-là. Puis, c'est pas banal, hein, parce que si on met, disons, j'avais mis pédiatrie en premier choix, puis que eux, pédiatrie, me mettent aussi dans leur premier choix, bien, ça fait un match, puis c'est un contrat, c'est comme un mariage. Après ça, tu peux pas dire « Ah, finalement,
Ah non. Après un T'es an, pédiatre, j'aime pas ça, je vais aller en Ben, cardiologie. C'est possible, mais Oui. c'est très rare. OK. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut au moins faire la première année. On peut pas... Donc finalement, la veille, j'ai choisi anesthésie. Puis, ce que dicté mon choix, en fait, j'en avais pas fait d'anesthésie. J'en avais jamais fait à ce moment-là. Mais ce qui a dicté mon choix, c'est que j'aime la pharmacologie. Hein. Mon PhD est en pharmacologie. Donc, l'anesthésie, c'est pas mal la seule discipline médicale qui implique autant de soi-même doser ses médicaments, les préparer, faire des perfusions, faire des mixtures de médicaments, tout ça. Donc ça, deuxième choix, je voulais être un peu interventionniste. Hein. C'est pas tous les médecins qui posent des gestes, c'est-à-dire que l'anesthésiste va mettre les voies veineuses, les canules artérielles, les voies centrales, il va faire des bronchoscopies, aller intuber, il va aller mettre des épidurales, faire des rachis, parfois aussi d'autres gestes, par exemple mettre une échographie transœsophagienne. Donc, l'anesthésiste, je voyais un peu C'est pas juste une piqûre, là. Il y a plein d'autres choses là, qui sont faites par les anesthésistes. Dépendamment de la chirurgie. Okay. Ouais. Une appendicectomie, il y a peut-être juste une piqûre puis un tube dans la gorge. Mais une chirurgie cardiaque, là, il commence à en avoir beaucoup des choses installées. Puis, mais tout ça pour dire, à ce moment-là de mon parcours, je voyais l'anesthésiste un peu comme un ninja de la salle d'op. Okay. C'est-à-dire, c'était pour moi le héros de la salle d'op. Puis, c'est un changement de paradigme parce que je m'étais toujours dit, il y a le chirurgien dans la salle d'op, c'est le seul docteur dans la salle d'op, c'est le chirurgien. Puis, c'est tard dans mon parcours que j'ai découvert que non, il y a quelqu'un d'autre en arrière du champ. Puis, cette personne-là, puis je me souviens exactement du moment, en fait. Je commençais mon parcours d'externat. Ça veut dire que là, on entre dans les hôpitaux. Puis, j'étais en stage de chirurgie. Puis, c'était une petite chirurgie banale, là. Mais ça impliquait de mettre beaucoup de liquide dans l'utérus pour le gonfler, pour pouvoir voir avec les caméras. Puis ce liquide-là est réabsorbé par le corps humain. Puis la patiente s'est mise à avoir ce qu'on appelle une désaturation. Donc son oxygène dans son sang a diminué, puis on l'entendait avec pip, 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 pip. Ça fait un bruit. Puis le chirurgien commence à stresser, puis tout. Mais avant même que la situation devienne chaotique, ou avant même que moi-même je décèle qu'il y a un problème ou personne d'autre, il y avait quelqu'un dans la salle, et lui, il avait tout compris. Il avait compris que c'était à cause que les liquides étaient réabsorbés, puis il était déjà en train de donner le traitement. Il faisait comme une réaction. Il faisait une réaction, il y avait de l'eau dans son poumon parce que trop de liquide était réabsorbé. Puis, le moment que le chirurgien a dit, là, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? L'anesthésiste avait déjà dit, c'est ça le problème, c'est ça le traitement, j'ai déjà donné le traitement il y a 5 minutes. Puis là, j'ai compris, mais voyons, c'est qui cette personne? C'est lui qui ronne le show, là. Qui est savant, tu sais. Moi, je trouvais ça savant. Puis je me suis rendu compte que c'était l'anesthésiste. Puis qu'en fait, il y avait un autre docteur dans la salle d'op. Puis que c'est ce deuxième docteur-là, c'est lui qui est responsable de tout ce qui n'est pas la chirurgie. C'est-à-dire le cerveau, le cœur, les poumons, les reins. Maintenir en vie la personne sur la table. Oui. Puis il n'y a pas aucune connaissance plus grande sur le corps humain que l'anesthésiste pour moi. Parce que lui, il doit comprendre à 100% comment fonctionne le corps humain. Parce que il arrête de fonctionner, le corps humain, pour certaines chirurgies. Mais il doit être capable de comprendre genre un coma artificiel qu'on appelle? Ouais, par exemple, une chirurgie de la crosse de l'aorte. Pour que le chirurgien puisse réparer la crosse de l'aorte, il faut qu'il arrête le sang d'aller au cerveau. Il faut qu'il interrompe ça. Donc, on met le patient en coma artificiel à des températures très basses, là, 14 degrés Celsius. Mais c'est l'anesthésiste avec le perfusionniste qui gère tout ça, là. Donc, en tout cas, ça m'a fasciné. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de connaissances à acquérir pour être anesthésiste. Puis la pharmacologie ajoutait à ça, puis les gestes techniques aussi. La dernière chose, c'est que je me suis dit, si je suis le médecin dans l'avion, là, quand quelqu'un meurt dans l'avion, là, quel genre de médecin je veux être? Puis je me suis dit, c'est quel type de médecin qui a le plus de chances de sauver la vie du patient dans l'avion? Je me suis dit, c'est l'anesthésiste. Parce que l'anesthésiste est un des seuls médecins qui est capable facilement de mettre une voie intraveineuse. Donc déjà là, si on ne sait pas mettre une voie intraveineuse, c'est très difficile de donner des médicaments. Un patient inconscient, on ne peut pas les donner par la bouche. Là. Puis, donc je me suis dit, l'anesthésiste, lui, non seulement il a les connaissances médicales, mais il est capable de mettre les accès à son patient. Puis rapidement. Puis il est avec très le bon mode d'emploi. Puis... il n'y a pas besoin, exactement. Puis il est très bon pour réanimer un patient, sauver sa vie. C'est les médecins en France, en Europe, là, ils les appellent les anesthésistes réanimateurs, puis c'est eux qui s'occupent des soins intensifs chirurgicaux. OK. Ouais.
Au niveau de la réanimation. Fait que toi, tu disais, tant qu'à être médecin, je vais aller dans ce qui, pour moi, est le top médecin. Ben, c'est lui qui sait, qui est le plus well-rounded, je dirais, là, qui est capable de tout faire. Là. Est-ce que, si je me trompe pas, c'est pas mal les mieux payés, les anesthésistes, en ce qui concerne les honoraires? Je pense que la radiologie, c'est plus payant. Ah oui? Combien ça gagne, un anesthésiste? Ben, je ne sais pas encore. Non, c'est pas lui, là, mais dans quelques années. Là, parce que de toute façon, c'est connu, c'est d'ordre public. Ouais. Là, je veux dire, c'est pas un secret de polichinelle, il faut aller voir, mais dans les faits, l'anesthésiste, ça gagne combien, mettons qu'il est en plein essor de sa carrière? Mais je pense que c'est très variable, dépendamment du type de pratique qu'on a. Les chiffres québécois qui sont disponibles vont donner une moyenne, puis ils vont donner aussi des frais de clinique. Il y a certains médecins qui ont beaucoup de frais de clinique. Par exemple, un médecin de famille qui a son cabinet, disons qu'il fait, je ne sais pas moi, 400 000, mais il faut qu'il compte 50 000 de frais cliniques. Bon. Un anesthésiste, il n'y a pas beaucoup de frais cliniques. Sauf s'il fait une clinique de la douleur, mais c'est pas tout le monde. Donc, c'est ce qui fait aussi en grande partie qu'il y a un meilleur salaire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de frais cliniques. Mais le dernier chiffre que j'avais vu, c'était 585 000 en moyenne. OK. Puis le radiologiste, c'est plus autour de 750. Ouais. Le cardiologue aussi, c'est un peu plus élevé. Je les connais pas tous. Non, mais ça nous donne une idée. Un médecin de famille, on s'en va plus dans le 300 000, 400 000, dépendamment, des fois 200 000. Je pense que c'est pas mal autour de 300 350 000 médecins de famille. La moyenne, là, mais cela dit, tu sais... Non, il y en a qui sont au privé, il y en a qui... Il y a toutes sortes, mais ça donne une idée. Mais il ne faut pas penser que l'étudiant en médecine, ça, c'est après. Oui. Mais au départ, c'est pas la panacée, là. Bien, il faut aussi nommer que les médecins sont des travailleurs autonomes. Donc, ils doivent eux-mêmes penser à leur retraite, eux-mêmes mettre des sous de côté. Ça explique aussi en partie leur salaire plus élevé. C'est-à-dire que si le médecin gère mal son argent puis arrive à sa retraite puis il n'a pas mis un sou de côté, bien, il n'y aura pas de régime qui va lui verser de l'argent. Donc, ça aussi, c'est... Il n'y a pas un fonds de pension. Exact. Puis aussi, ses assurances, tout ça, il faut qu'il les paye. Puis, donc ça... Puis, qu'est-ce qu'on disait juste avant? Bien, par rapport au salaire, puis par rapport au... l'étudiant. L'étudiant, oui, c'est ça, l'étudiant. Quand on parle de gros salaires, mais je sais qu'au départ, c'est pas la panacée, là, comme tout à fait. revenu. Puis l'étudiant en médecine, il gagne rien. Puis, il y a d'énormes frais. Donc, ça aussi, donc les dettes. Les médecins s'endettent, je pense qu'en moyenne, c'est 300 000. Là. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Puis, donc l'étudiant en médecine qui arrive, il y a 5 ans en médecine à faire, donc 1 an de pré-med, 2 ans de médecine, 2 ans d'externat. Il n'est pas payé durant ces 5 ans, $0. Par contre, lui, il doit payer. Il ne peut pas beaucoup travailler non plus, parce que c'est beaucoup d'études. Il ne peut pas travailler. Essentiellement, il ne peut pas travailler. Peut-être 10 heures par semaine. Donc, pendant 5 ans, pas payé, mais lui, il doit payer. Donc, je ne me souviens pas 100% exactement de combien ça coûte, mais c'est très cher. C'est minimum 3 000 $ par session. Plus le matériel, disons un stéthoscope, c'est 500 $ en partant. L'otoscope pour voir dans les oreilles, c'est un autre 500 $. Donc, je dirais qu'entre 25 et 30 000 $, c'est que ça coûte. Plus, on n'est pas payé, donc on s'endette. Ensuite, on arrive à la résidence. Puis ça aussi, c'est des chiffres qui sont publics. Là. On peut les retrouver sur Google. Et tous les résidents au Québec sont payés le même salaire. Ouais. Ça part entre 45 000 et 50 000 par année. Puis à chaque année de résidence, on rajoute un 5 000 à peu près. Donc, première année de résidence, disons 50 000, puis dernière année de résidence, disons 70-75 000. Puis c'est quand là, tu as vraiment ton titre officiel? Pas encore. Même pas? Non, okay. c'est le résident, on peut dire un résident senior. Là. Okay. Mais plus on avance en résidence, plus on est autonome, puis plus on assume des tâches. Puis ça dépend aussi de la spécialité. Par exemple, en anesthésie, là, dès notre première, deuxième année de résidence, on fait beaucoup de choses seuls. OK. Beaucoup de choses seuls. Mais un résident en chirurgie, lui, même à la dernière année de résidence, il ne va pas faire une chirurgie seul. Donc, ça dépend aussi des spécialités. Mais sans avoir le salaire d'un officiel du chirurgien ou de l'anesthésiste, là, vous êtes toujours en salaire d'étudiant, de résident. Ouais. Puis ça, c'est le même, pas mal, pour le même salaire. Pas pour tout le monde, mais c'est pour le les même médecins. pour tout le monde. Peu importe la spécialité? Oui. OK. Il peut y avoir des primes là, si on assume des responsabilités. Je pense que c'est autour de 50, une année 50-60 000 là, pour certains, il me semble. Donc, le R1 va faire environ 50 000, puis le R5 va faire environ 75 000. Puis, c'est ça.
Fait que c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'études, c'est beaucoup d'investissements. Bon, il y en a qui ont la chance des fois d'avoir des parents qui sont derrière et qui n'ont pas à s'endetter. L'avantage, c'est lorsque vous êtes accepté en médecine, vous arrivez dans les banques, puis là, il y a le tapis rouge qui se déroule, puis la plupart du temps, en tout cas, c'est ce qui est véhiculé. Oui. Donc, on a accès à une marge de crédit. Assez facilement à ce moment-là. Fait que ça peut être facile de déraper aussi. Oui, ça, c'est une autre chose à dire, oui. Donc, c'est pour ça que je disais, en moyenne, les étudiants en médecine sortent avec une dette d'environ 300 000 $. Mais ça, je pense que c'est plus des chiffres américains, là. Mais donc, c'est la marge de crédit. Donc, disons qu'on arrive en médecine, puis je donne des chiffres comme ça. Là, disons qu'on dit tu as accès à 300 000 $ de marge de crédit, mais tu as un taux d'intérêt, je sais pas, 5 % par année, puis tu n'es pas obligé de le payer jusqu'à temps que tu aies fini. Bien, on pourrait théoriquement se dire que la personne emprunte 300 000 $, puis qu'à chaque année, ça rajoute 5 % d'intérêt, puis elle sort avec d'énormes dettes. Donc, les premières, deuxième, troisième, quatrième années de salaire vont uniquement à rembourser cette dette-là. Là, tu n'as pas de maison encore. Tout à fait. Puis on est 10 ans de plus loin dans notre vie parce que c'est très long, les études en médecine. Là, pour ma part, au total, c'est 17 ans. Là, parce que j'ai fait un bac et un PhD. 17 ans d'université. Oui, 17 ans d'université. Justement, quel profil spécial on doit avoir pour étudier en médecine en tant qu'étudiant? Parce qu'à travers ça, c'est quand même des jeunes femmes, des jeunes hommes de 17, 18, 19 ans dans la fleur de l'âge qui ont le goût de rencontrer, qui sont attirés par les gars, les filles, qui veulent chiller avec leurs amis. C'est le temps où on profite le plus de la vie. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est un choix. Qu'est-ce qui fait que des personnes s'en vont? C'est quoi les skills qu'on a le plus? Pour aller en médecine? Bien, tout d'abord, il faut le nommer, là, ça prend des bonnes notes. Donc, ça prend une certaine facilité à l'école, ou en tout cas persévérance. Il faut aimer étudier. En tout cas, il ne faut pas détester étudier, parce que sinon, ça va être long. Ça va être long longtemps. Il faut avoir une certaine curiosité, un esprit scientifique, un esprit critique, un esprit rationnel. Donc ça, c'est plus le volet académique. Ensuite, le volet humain. Mais ça prend aussi des qualités humaines. C'est pour ça qu'il y a des entrevues aussi. Il faut avoir de l'empathie. Hein. C'est assez simple à nommer, là. Mais autre qualité humaine que ça prend en médecine, je trouve, ça prend de l'humilité puis de la résilience, parce qu'il va y en avoir des échecs, puis on ne sera jamais le meilleur. On passe d'un univers où on était le meilleur au cégep, puis là, on se rend compte qu'on arrive en médecine, puis on n'est pas le meilleur, puis on ne sera jamais. Il faut être capable de bien cibler ce qui est important, puis d'être capable de reconnaître ce qui l'est moins, parce que c'est impossible de tout savoir en médecine. Donc, il faut avoir un certain esprit, un bon jugement. Puis, il faut être mature pour son âge, hein, surtout pour quelqu'un qui arrive à 18-19 ans là, en médecine. L'entrée de jeu, je dirais, avec ces qualités-là. Puis c'est pas vrai que si on étudie en médecine, ben on n'a plus de vie, là. Okay. Puis on peut pas avoir un copain, une copine, puis des amis, ça, c'est pas vrai. Par contre, il faut quand même mettre le bémol que pour quelqu'un qui a l'activité académique, donc l'étude en médecine, l'activité sociale, donc les amis, puis le copain, la copine, et qui veut aussi se rajouter par-dessus ça, disons, un travail, et aussi des activités pour mettre dans son CV, par exemple, du bénévolat, l'implication en recherche, c'est là que ça commence à devenir très difficile. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Puis, donc, c'est ça. Donc, typiquement, la personne qu'on dit qui a plus de la misère à avoir une vie sociale, c'est la personne qui va vouloir entrer dans un programme très contingenté à la résidence. Donc, il a besoin de faire la recherche, il a besoin de faire le bénévolat, il a besoin de faire des journées bénévoles à l'hôpital, il a besoin de... Tu sais, pour se démarquer. Surtout, typiquement, l'étudiant qui n'a pas eu le parcours universitaire avant d'entrer en médecine, qui a déjà un CV, par exemple. Qui a déjà publié des articles, qui a déjà... Donc, c'est là que ça devient vraiment difficile parce qu'on veut tout faire. Mais mais c'est pas vrai que d'être en médecine, il n'y a pas de vie sociale. Puis ça dépend des choix qu'on veut faire, de quelle spécialité on veut faire, de combien on veut s'impliquer dans tel domaine. Puis, c'est sûr que si ton réseau social est comme, justement, en médecine, des gens qui vivent la même chose que toi, ça fait une différence aussi parce qu'il y a moins de décalage. Hein? Vous parlez le même langage, puis vous vivez la même chose aussi. Ça, c'est vrai.
Mais ça n'empêche pas de Non. garder nos amis du cégep, Non. puis de quand même avoir du fun. Ça, peut-être qu'on sort moins ou peu importe. Là, on fait Ouais. nos choix de sortie ou nos choix de... Mais comme tu disais, ça prend une maturité, ça prend un don de soi aussi. Puis parce qu'aussi, il y a des vies qui se perdent. Vous voyez, Ouais. est-ce que tu as déjà assisté à des gens qui finalement sont décédés en opération? Ou, est-ce que tu as déjà vécu ça ou à venir jusqu'à maintenant? J'ai jamais vu quelqu'un décédé en salle d'op. Ça, j'ai jamais vu ça. Bien sûr, on a des stages dans notre résidence aux soins intensifs, puis typiquement, là, c'est l'endroit dans l'hôpital où beaucoup de gens meurent, là, les soins intensifs. Je pense que c'est 20 ou 25 % de mortalité. Donc, durant mes stages de soins intensifs, oui, on a assisté à des décès, mais c'est très rare que c'est quelque chose qu'on voit pas venir. Alors, c'est des patients qui ont multiples maladies chroniques décompensées avec un incident aigu par-dessus tout ça, qui, même s'ils s'en sortent, ils vont être très, très hypothéqués, qui ont un certain... Donc c'est très rare qu'on assiste à un décès qui est inattendu, soudain, inexpliqué, ou qui est un décès à cause d'une erreur médicale, ou qui est un décès à cause que quelqu'un n'était pas assez bon en médecine. Ça c'est très rare, là. Je pourrais même pas en dire un on top of my head. T'as quand même un bon parcours Oui, à ce moment-là. Ça là, fait 7 ans que je suis dans les hôpitaux. Là. C'est ça, dans les salles d'opération, tout ça aussi. Donc, tu sais, des fois, ce qu'on peut des fois s'imaginer, monsieur, madame, tout le monde, qui connaissent pas vraiment le milieu de la médecine, ça arrive pas tant souvent, là, des gens là, qui on dit, quand il est mort, c'est à la table, ou tu sais, etc. Mort des sur la choses. table, c'est très rare en 2025. On a tellement de moniteurs, d'où la recherche, d'où la technologie. Oui, tout à fait. On sait ce qu'on fait aussi. Puis, mais le mort sur la table, j'ai l'impression que c'est des patients qui arrivent qui sont déjà morts. Ouais. Qu'on essaie de réanimer puis qu'on essaie de... C'est ça. Puis en dernier recours, on le pousse sur la table d'opération pour faire quelque chose. Tu sais, je vais donner un exemple, un polytraumatisé de la route qui arrive avec une hernie cérébrale. Interne, tout ça. Hémorragie interne, ça, souvent, on est bon, parce qu'on a la banque de sang, ensuite, on règle. Mais oui, il peut y avoir des décès, mais le cas que j'avais en tête, c'est plutôt un cerveau qui a saigné puis qui est en train de ce qu'on appelle cernier. Donc, il y a beaucoup de dommages cérébrales, beaucoup de dommages au tronc cérébral, puis il nous arrive déjà que ses pupilles sont dilatées puis qu'il n'y a plus de contact. Puis on dit, en dernier recours, on va aller faire un trou dans le crâne puis essayer de décomprimer ça. Le patient est déjà en très mauvais état avant de rentrer dans la salle d'opération. Donc, c'est possible qu'il en sort du moins pas aussi mieux. En mauvais état. Donc, mais un vrai cas il rentre dans la table d'opération, il était en forme, il était en santé, puis il se passe quelque chose, puis il meurt sur la table. J'ai jamais vu Juste ça. pour une chirurgie X, là, cardiaque ou autre, mettons que c'est une grosse chirurgie, ça arrive pas. Donc ça se peut, mais je suis pas pour dire que ça se peut pas. Moi, je suis pas capable de trouver une situation. Par contre, des fois, ça arrive que ça va mal en salle d'opération, le patient commence à décompenser, puis là, il s'en va aux soins intensifs, puis 7 jours plus tard, là, il décède. C'est une situation différente. OK. Mais qui meurt sur la table, c'est très rare. Puis mais j'en profite pour en parler parce que c'est souvent ce que les patients nous disent avant de se faire endormir, c'est « j'ai peur de ne pas me réveiller, j'ai peur de... » Puis ça, c'est un gros mythe qu'il faut déconstruire aussi parce que justement, ces peurs-là sont basées sur des cas anecdotiques de patients qui se sont fait rouler en salle d'opération déjà morts ou semi-morts. Puis là, ça a advenu que de tous les endroits où il aurait pu décéder, il est décédé en salle d'opération. Mais c'est pas nécessairement parce que l'anesthésie tue des gens. Ça a marqué l'imaginaire des gens. Ça a marqué l'imaginaire des gens. Puis il y a eu des films aussi. Puis il y a eu des... Donc, le message à retenir ici, c'est que l'anesthésie, c'est sécuritaire. Et tu me fais penser à quelque chose que j'avais oublié, mais effectivement, mon fils a eu une opération à Sainte-Justine quand il avait 8-9 ans en urologie. C'était une hernie, c'était pas grand-chose. C'est vraiment du n'importe quoi, mais c'était ça ma peur, que mon fils ne se réveille plus. À cause d'anesthésie. À cause d'anesthésie. Oui. C'est parce qu'on a vu ça quelque part. On a vu ça. Ouais. Moi aussi, avant de rentrer en J'avais médecine. comme oublié ça, mais moi, c'était comme fait qu'il serait... J'avais pas peur qu'il se trompe puis qu'il... C'était plus... Dans l'opération, comme tant dans la chirurgie, c'était plus... Là, vous l'endormez. Mais il me dit, par contre, que dans la salle de réveil, il y avait un petit garçon à côté qui avait du mal. Il était comme une équipe autour de lui, là, puis il avait du mal à le réveiller. Oui, ça arrive en pédiatrie, des fois,
patient a plus de difficultés. La dose est un petit peu forte par rapport au... Il dorme longtemps. OK. puis tout ça pour dire que ça peut arriver aussi dans la salle de réveil qu'il y a des complications respiratoires puis tout ça, mais on sait quoi faire, là. Puis l'anesthésie, d'ailleurs, peut-être que dans les années 1930, 1950, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Puis peut-être que là, il y en avait des décès dus à l'anesthésie. Je donne un exemple, par exemple. Il n'y a pas si longtemps, là, il y a peut-être, disons 1960, là, pour dire un chiffre, ça n'existait pas vraiment les saturomètres. Puis les anesthésistes devaient se baser sur la couleur de la peau du patient pour dire s'il manquait d'oxygène ou non, là, les ondes, dans le noir, tu sais. Donc, un élément essentiel que l'anesthésiste devait toujours avoir, c'était une lampe de poche. Parce qu'il devait éclairer puis regarder selon la couleur du patient. Puis plus tard, avec la science, on a découvert que c'était pas très fiable, là, qu'un anesthésiste sur 2 allait dire que le patient a assez d'oxygène, mais il n'y en avait pas assez. Puis là, depuis un bon moment maintenant, on a accès universel à des saturomètres en salle d'opération. C'est inimaginable de se dire qu'on va endormir un patient sans saturomètre. Mais avant, c'était le standard parce qu'ils n'en avaient pas. Donc, peut-être qu'à cette époque-là, je serais capable d'imaginer que quelqu'un peut décéder de son anesthésie parce que là, on avait moins de moniteurs. Peut-être les médicaments qu'on avait étaient moins appropriés. Mais aujourd'hui, en 2025, là, au Québec, excessivement rare, là. On parle justement du Québec, notre système de santé. Il y en a qui vont fustiger notre système de santé, etc. Mais ceux qui sont... comment je pourrais dire, vraiment malades, qui ont besoin, disent, écoute, moi, j'ai été pris en charge. À partir du moment où tu entres dans la roue, là, tu es pris en charge. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, justement, pour défaire certains mythes? Parce qu'il me semble, moi, je regarde ailleurs, puis je suis pas vraiment certaine qu'on doit envier... Bien, en fait, ce que je peux dire de mon parcours jusqu'à maintenant, puis de ce que j'ai vu, c'est que les patients, on les traite selon les plus hauts standards de pratique mondiale. On fait vraiment de la bonne job. Peut-être que je peux comprendre qu'avant que le patient soit pris en charge, il y a des délais et des frustrations. Mais au moment où on prend un patient en charge puis qu'on déclare que c'est une urgence puis il doit aller au bloc opératoire ou même pour une chirurgie qui est planifiée, mais que là, c'est son jour puis on le passe, bien, c'est selon les plus hauts standards de pratique. Ou on pense qu'il y a quelque chose, on va l'envoyer rapidement en oncologie ou rapidement en radio ou quoi que ce soit. Ça va se faire rapidement. Là. C'est ceux qui vivent des choses comme ça le disent qu'ils sont habituellement... pris en charge rapidement. Oui, pour la rapidiser, oui. Ça peut arriver que des chirurgies... Moi c'est plus les chirurgies là, que je peux parler. Oui. Ça peut arriver que des chirurgies planifiées, le patient, il arrête de manger, bon, il arrive, là, il est planifié pour être fait à 14 heures, mais malheureusement, il y a un cas d'urgence dans la salle d'opération qu'il devait avoir, donc il est remis à demain ou remis à la semaine prochaine. Ça arrive, ça cause des frustrations, puis je peux comprendre. C'est des choses qu'on voit. Sauf que c'est comme dans n'importe quoi. Je veux dire, ta vie n'est pas en danger, tandis que la personne qui a été vue dans la journée où tu devais te faire enlever, je ne sais pas trop quoi, une hernie, justement, ben là, c'est une chirurgie d'urgence. Ouais. Alors, il faut comprendre que il y a quelqu'un qui est passé en avant de la file parce que c'est ça le but de l'exercice, c'est de sauver des vies puis de... C'est ça. Sauver des gens. Exact. Puis c'est pas pour dire que vous n'avez pas raison d'être frustré. Là. Non. C'est frustrant de passer 16 heures à jeun, puis de se faire... puis stresser, puis tout ça. Mais avec la nouvelle montée de jeûne intermittent, là... Le jeûne intermittent, les gens sont habitués. Moi, 16-17 heures d'attente, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Regarde, on va mettre ça à la mode avec les jeûnes intermittents. Mais ça a été quoi le moment le plus heureux que tu as vécu, le moment le plus difficile que tu as vécu à venir jusqu'à maintenant, à ta résidence? Ah ouais. Heureux, je dirais... Tu sais, nous, on est responsable des césariennes, là. C'est-à-dire qu'on fait l'anesthésie pour les césariennes, puis la plupart des patients ne dorment pas, là, comme tu le sais, on les gèle. Donc, ils peuvent assister à la naissance. Puis je dois dire que, tu sais, j'en ai peut-être fait 1000 des césariennes, mais à chaque fois, je passe sur le bord de brailler quand le bébé naît, puis qu'il montre à maman... On le prend un peu en charge pour la réanimation. Tous les bébés de césarienne vont sur la table de réanimation. Ça, c'est notre job des anesthésistes. Mais s'il va bien, on le redonne à maman. Puis, tu sais, là, elle peut le prendre. Puis là, le papa prend des photos. Puis c'est tellement des beaux moments à chaque fois. Là, c'est incroyable. Ça, je peux pas en choisir un en particulier, mais c'est toujours vraiment des beaux moments, les naissances. Ça, c'est certain. Puis les autres moments heureux de ma journée, c'est quand je vais faire des épidurales. Puis là, la patiente est extrêmement souffrante. Puis après ça, c'est de voir à quelle vitesse je suis capable de la soulager. Puis après ça, elle me remercie. Ah, merci. Puis j'ai plus de douleur. Je souffrais le martyr. Puis là, j'ai plus de douleur. Ça, c'est sûr que
ça fait partie des choses qu'on aime de notre travail, de pouvoir soulager quelqu'un. Puis à travers, tu parles d'épidural, parce que moi, tu me corrigeras si je me trompe, mais comme moi, avec mes 2 grossesses, dans ma génération, à moi, c'était un peu inconnu. Puis moi, j'étais tellement stressée, j'ai pas pris je l'ai pris en retard, dans le sens que après l'épidural, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'aurais pu marcher, là. J'aurais pu partir puis marcher. Moi, avoir une césarienne, ça aurait été, je me semble que j'aurais tout senti. J'étais tellement stressée, là, que, en tout cas, je sais pas si j'aurais gelé ou peut-être qu'il m'a pas piqué assez loin, je sais pas, parce que j'étais trop nerveuse, mais bref, tu sais, dans notre génération, on dirait, parce qu'il y en a encore des femmes comme ça qui disent, ben moi, je vais accoucher dans la douleur, puis, tu sais, il y a comme un côté ésotérique, puis un côté d'accomplissement, de dire l'épidurale, c'est comme pas normal. Ça, est-ce que, par rapport aux âges des femmes, tu vois pas une évolution, mais un changement? Est-ce que c'est plus accepté dans les jeunes de 20 quelques trentaines que mon âge à moi? Bien là, c'est sûr que toi, ça fait juste quelques années, mais de par tes recherches ou tes études ou ce que tu as entendu parler, l'épidurale est plus accepté maintenant? Bien, certainement oui, parce qu'on est passé de peut-être 5 à 10 % de taux d'utilisation de l'épidurale dans les années 70 à aujourd'hui peut-être 80 %. Okay. Donc oui, puis je suis pas capable d'identifier une tendance pour quel genre de patiente va être dubitative ou va refuser l'épidurale. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de type de personne. Les raisons qu'on reçoit souvent, c'est justement ça, je veux accoucher naturellement, ou encore, j'ai entendu dire que l'épidurale a telle complication qui est pas vraie. Je peux revenir handicapé. Ça aussi, c'est un mythe, là. Ben, en fait, donc ça, c'est un sujet intéressant. C'est vrai que c'est souvent ce qui est soulevé, j'ai peur de paralyser. Ouais. Mais c'est une complication possible, mais c'est très rare. Donc, les complications d'une épidurale, disons que je vais voir mon patient, je leur nomme toujours les complications avant de faire mon épidurale. Donc, je les nomme ici. C'est environ 1% de chance d'avoir mal à la tête. Ça veut dire si mon aiguille elle va trop loin puis que je perce le petit sac de liquide céphalorachidien. Là, si ça arrive, c'est 1% de chance que ça arrive. À peu près 80% de chance d'avoir mal à la tête. Donc, je dis une chance sur 100 d'avoir mal à la tête. Après ça, il y a environ 5% de chance que l'épidurale ne soit pas optimale ou qu'elle ne fonctionne pas du tout même. Des fois, elle fonctionne juste d'un bord. Des fois, elle ne fonctionne pas. Il faut la refaire. 5%, c'est une chance sur 20. Donc, c'est un risque que je nomme à tout le monde parce que c'est important de le savoir. Puis ensuite, là, c'est les risques rares mais graves. Paralyser des jambes. Comment ça arrive, paralyser les jambes? Ça, c'est un mythe qui est important à déconstruire. Souvent, les gens pensent que c'est parce que l'aiguille est allée à mauvaise place, puis qu'elle a donné un coup dans un nerf, puis que le nerf est détruit, puis que là, on est paralysé. Mais c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, en fait, c'est pas le problème, c'est pas le geste. Ça fait le même geste que d'habitude. Le problème, c'est qu'il y a un petit saignement, puis ça, c'est normal, ça saigne toujours un peu, parce que c'est une aiguille qui passe dans un dos. Mais le saignement, il n'arrête pas de saigner. Il n'arrête pas. Il devient énorme. Il fait un gros hématome, ça n'arrête jamais de saigner. Tellement énorme que l'espace est comprimé et que tous les nerfs sont comprimés. Pensez à une brique sur des nerfs, là, ça comprime jusqu'à temps que c'est tellement comprimé que ça meurt. Donc, c'est ça qui se passe quand quelqu'un paralyse suite à une épidurale. C'est irréversible. C'est un hématome. C'est pas irréversible, mais c'est une chirurgie d'urgence. Il faut aller décomprimer le dos. Il faut ouvrir le dos. C'est une grosse chirurgie. Donc, il faut l'identifier très rapidement quand ça arrive. C'est quoi l'incidence de ça? C'est quoi le risque que ça arrive? C'est tellement faible qu'on ne le sait même pas. Fait qu'il a fallu qu'on invente des modèles mathématiques pour calculer un risque. Puis le chiffre, c'est environ 1 sur 1 million. Okay. Entre 1 sur 200 000 puis 1 sur 1 million. Il y a environ 11 ou 12 cas décrits dans la littérature. Là. C'est très rare, de toute la planète. Là. Très, très, très rare. Puis quand ça arrive, c'est une fois sur 2, ça arrive parce que la patiente était anticoagulée. Ça veut dire qu'elle recevait un médicament qui éclaircit son sang, donc elle n'était pas capable de faire la coagulation. Donc vraiment, le saignement, l'hématome a comprimé sa moelle. D'où l'importance de dire quel médicament on prend avant une opération. Puis nous, c'est important de savoir, nous, c'est une contre-indication à l'épidurale. Ça veut dire si la patiente est sous Zéparine ou Eliquis ou un médicament très fort pour éclaircir le sang, puis qu'il n'a pas été arrêté dans le délai suffisant, on ne la fera pas, l'épidurale. Puis on regarde tout le temps aussi la prise de sang. Est-ce que les plaquettes sanguines sont à un niveau suffisant pour faire la coagulation? Donc nous, on fait les vérifications de notre côté.
Puis là, on décide si on la fait ou pas. Mais dans 99,9% des cas, les patientes qui viennent accoucher n'ont aucune contre-indication à faire l'épidurale. Là. Puis, cela dit, le risque, c'est chez patientes-là qui ne reprennent pas de médicaments pour éclaircir le sang, qui ont des bonnes plaquettes. Là, il est probablement même pas de 1 sur 200 000 ou 1 sur 1000. Il est probablement encore plus rare. On est peut-être dans 3 millions, dans 5 millions. Peut-être, on ne le sait pas. Peut-être. Mais c'est tellement rare. Puis, pour dire aussi, pour mettre en perspective, il y a eu plus d'hématomes, de segments avec paralysie, de ça, dans des cas où les patients n'avaient même pas eu d'épidurale. Juste spontanément, dans la grossesse, ça peut arriver. À forcer, par exemple. Ouais. Là, il y a un vaisseau sanguin qui pète, puis là, ils tombent paralysés. Il y en a eu plus qu'avec les techniques d'épidurale. Donc ça, c'est aussi quelque chose à considérer. Donc, quand une patiente me dit « Ah, j'ai une crainte d'être paralysée », puis tout ça, moi, c'est tout ça que je lui explique. Puis souvent, j'ai dit quelque chose du genre imaginez, vous prenez votre téléphone, vous faites 514, puis après ça, vous faites les autres chiffres au hasard. C'est quoi la chance que ça sonne dans ma poche à moi? C'est très rare, mais c'est à peu près rare comme ça, avoir un hématome épidural. Très rare. Y a-t-il d'autres mythes par rapport justement aux anesthésies, par rapport à l'épidurale, par rapport à ta spécialité, à toi, que tu aimerais démystifier? Oui, tout à fait. Bien, je profite de l'opportunité. Une épidurale, il y a eu longtemps des croyances que ça augmentait le taux de césarienne. Puis c'est des croyances qui sont tellement ancrées que des fois, j'entends même du personnel qui travaille à la salle d'accouchement le dire aux patients. Oh! Ou des sages-femmes. Ça, c'est de la désinformation, puis venant des gens du corps médical. Ou du moins, c'est de l'information qui n'est pas à jour. Parce que vraiment, à un moment, il y avait une croyance, puis les études montraient ça. Mais ça a changé beaucoup, puis pour plusieurs raisons. Mais l'étude la plus forte que je pourrais nommer, c'est une étude dans laquelle ils ont regardé sur une dizaine d'années. À un moment, l'épidurale était prise par 5% des patients, parce qu'on la faisait juste aux patients qui étaient très malades. Les patients qui n'arrivaient pas à accoucher, c'est à eux qu'on faisait l'épidurale. Puis ensuite, dans le temps, on s'est mis à la démocratiser, l'épidurale. Fait que tout le monde y avait droit. Pas juste les patientes qui ne sont pas capables d'accoucher. C'était comme une petite pilule facile qui se met de dire « j'aurai pas mal, mes contractions, je veux accoucher sans douleur ». C'est ça. Tout le monde s'est mis à y avoir droit. Donc, on est passé de 5% d'épidurale à 70-80% d'épidurale. Mais si vraiment les épidurales augmentaient les césariennes, qu'est-ce qui se serait passé avec les césariennes? On passe de 5% à 80% à y augmenter. Puis qu'est-ce qu'on a observé? Il n'a pas bougé d'une miette, le chiffre de césarienne. Pourquoi est-ce qu'on pensait que les épidurales étaient associées aux césariennes? C'était ce qu'on appelle un biais. C'est-à-dire que si on fait juste les épidurales aux patientes qui ne sont pas capables d'accoucher, ben c'est toutes elles qui vont avoir des césariennes. Fait qu'après ça, on compare épidurale, pas d'épidurale, mais dans le fond, on est en train de comparer patiente qui n'est pas capable d'accoucher à patiente qui est capable d'accoucher. C'est normal que ça soit biaisé, là. Donc, voilà comment on déconstruit ce mythe-là. Donc, c'est pas vrai que l'épidurale est associée à la césarienne. Alors, on se retrouve la semaine prochaine en deuxième partie, toujours avec le docteur Mathieu Nadeau-Vallée.